Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo d'Astuces de MJ. Cette fois-ci, nous allons parler un petit peu de quelques procédés qui soient issus, alors notamment du cinéma, mais ça peut être d'autres thèmes comme le théâtre ou la littérature, qui vont vous permettre, dans une optique jeu de rôle, d'avoir une histoire un peu plus construite. Je vais m'expliquer un peu plus en détail. Avant tout, je vous rappelle que si vous n'avez pas vu les premières vidéos, allez voir au moins la première qui pourra vous expliquer quand même plus en détail dans quelle philosophie, dans quel concept moi je vous parle de mon point de vue sur pas mal de sujets. C'est-à-dire que vous rappelez que chacun a sa méthode, vous n'allez pas vous focaliser sur ma façon de faire parce que je ne parle que de la mienne. Choisissez ce qui vous intéresse dans ce que je raconte et virez le reste. Certaines vidéos en entier peuvent n'avoir aucun intérêt pour vous, rappelez-vous-en. Et d'autres peuvent vous intéresser beaucoup plus. Parfois même aucune si vous avez déjà dans vos techniques à vous qui ne sont pas les miennes. Après tout, on a chacun les nôtres et heureusement c'est ça qui fait la richesse de notre loisir. Donc je vais revenir sur quelques noms que j'avais balancés dans des vidéos précédentes. C'est une question qui est régulièrement revenue dans les messages que vous m'avez envoyés. Merci d'ailleurs de l'avoir fait, ça me permet de mieux cibler ce que je pourrais faire comme vidéo. Alors je sais ça date un petit peu les messages, mais je n'ai pas eu l'occasion, donc voilà, je le fais maintenant. Vous pourrez continuer de m'envoyer d'autres, je ne garantis pas que la vidéo arrive tout de suite après, mais j'essaierai de la faire dès que j'aurai l'occasion, à un moment ou à un autre. Cette fois-ci, on va parler donc de procédés cinématographiques, non pas dans leur optique utilisée justement au cinéma finalement, mais dans l'optique dont on peut faire quelque chose. Le premier d'entre eux dont je vais vous parler, ça s'appelle le fusil de Tchekhov. Le second, ce sera le hareng rouge, c'est pas une blague, ça existe. Le troisième, le foreshadowing, et enfin le quatrième, le MacGuffin. On est parti, je vous explique un petit peu rapidement ce que ça veut dire, et rapidement ce qu'on peut nous en faire dans une partie de jeu de rôle. Le premier, donc le fusil de Tchekhov. Le fusil de Tchekhov, c'était l'idée selon laquelle, c'est Tchekhov qui l'avait dit, la phrase était quelque chose comme « si vous placez un fusil dans l'acte 1, alors il faudra un coup de feu dans l'acte 5 ». Ça ne va pas être la phrase exacte, mais l'idée est là. C'est cette idée que si vous placez un objet, il faut qu'il serve. Alors pour nous qui faisons du jeu de rôle, ça pourrait paraître bizarre, parce que des objets, on parle de beaucoup de descriptions, de lieux, d'endroits, d'objets, et donc on a des tonnes de trucs. Et lorsqu'on en a d'écrire le 5e étal du marché, parce que vos joueurs psychopathes sont en train de se demander « et le tâche suivant, il vend quoi ? Et le suivant, il vend quoi ?» Bon ben oui, on parle de beaucoup de choses. Donc il y a une nuance à apporter. Tchekhov, lui, il voyait la pureté de sa scène avec le moins d'éléments importants possible pour que ce soit beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible. Nous, on ne peut pas le voir de la même façon. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'en servir ? Je ne pense pas, puisque pour moi, il y a quand même une méthode qu'il faut retenir de cette idée, c'est que il faut réutiliser tout objet pour lequel on place une importance aux yeux des joueurs. Si on place départ de l'aventure, mettons, un objet significativement différent, il faut qu'il ait son intérêt. Encore une fois, on va décrire beaucoup de choses. Certaines peuvent être fantastiques, d'autres non, des créatures, des objets, etc. Il est quand même important d'essayer si vous avez un objet qui va avoir son utilité plus tard, de le mettre en avant. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous y allez franco, où vous leur dites bien « oh là là, ce machin, c'est légendaire », tout le monde le regarde en disant « oh mon Dieu, mais c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, ça sauverait le monde si on l'avait peut-être ». C'est pas la plus élégante, mais ça marche bien, voilà au moins. Puis vous avez des méthodes peut-être un peu plus subtiles selon aussi le niveau d'expérience de joueurs et la présence ou non de joueurs qui aiment prendre des notes, qui notent tout ce qui passe, qui se disent « oh, faut que ça en rappelle, c'est important ». Voilà, ça c'est une question d'adaptation. Là, je ne pourrai jamais vous donner la recette magique qui vous permettra d'adapter votre façon de faire. Je ne pourrai que vous donner des grandes lignes que moi je peux utiliser ou non d'ailleurs, parce que comme vous l'avez vu dans d'autres, je vous parle le conseil que parfois je n'utilise même pas pour la chaîne, puisque j'ai des contraintes différentes. Mais on a plusieurs façons donc de mettre en avant un objet. L'une d'elles, c'est la description un peu différente. C'est tout bête, mais généralement ça a tendance à marquer les joueurs. Vous prenez quelque chose d'insolite. Un exemple tout bête, pour rester sur l'original, vous décrivez une scène, je ne sais pas moi, l'aile d'un musée à vos joueurs, vous leur décrivez de nombreux objets, mais vous pouvez commencer à partir sur des descriptions qui sont très peu colorées, mettons. Oui, alors il y a des vases babyloniens, et puis alors oui, il y a aussi de nombreux papyrus égyptiens qui sont exposés. Et puis,
c'est l'occasion de caser un objet particulier, différent. Souvent d'ailleurs en utilisant des adjectifs que vous n'avez pas utilisés pour le reste, tant qu'à faire, histoire de mieux le dissocier. Ne serait-ce que par exemple, et une magnifique cotte de maille rouge. Alors quel intérêt? C'est-à-dire que oui, si vous dites une cotte de maille rouge, tout de suite, c'est pas courant. Forcément, ça peut être le genre d'insolite qu'on retient. Tout comme on retient des PNJ qui sont l'antithèse de ce qu'ils sont. Le personnage pacifiste qui a une armoire à glace monstrueusement costaud, forcément ça vous marquera plus que le guerrier monstrueusement costaud. Et bien de la même façon, des objets insolites, des objets avec un caractère, un aspect qui diverge vraiment du reste, pour pas mal de joueurs ce sera comme dans un jeu vidéo, ils vont voir un objet qui brille au milieu, ils vont comprendre que celui-là, il faut s'en servir. Ça a des inconvénients et des avantages cette méthode. L'inconvénient c'est que ça peut être aussi très kitsch, ça peut être très est-ce que vous avez compris que cet objet est important? Là c'est un peu le défaut, parce que vos joueurs vont dire bon d'accord, ça c'est important. Mais ça peut être aussi très chouette, parce que si vous avez su gérer efficacement le degré d'importance que vous avez mis à l'objet, lorsqu'il viendra plus tard, vos joueurs s'en rappelleront de cet objet. Donc vous voyez, on quitte l'idée initiale du fusil de Chekhov. Mais on garde cette logique du si vous mettez quelque chose bien en avant, réutilisez-le. Ne serait-ce que parce que on l'a vu cet objet, on s'en rappelle. Et plus tard, on apprend que cet objet était utile, pour une raison X ou Y. Ça a le mérite de donner de la consistance à l'univers que vous créez, en lui disant tu as vu, tout est connecté. Ce n'est pas juste un grand long couloir où tu ne contentes d'avancer, il y a des choses qui sont connectées. Et autre élément, ça va permettre aussi une satisfaction au joueur. Parce que puisqu'on lui a mis cet objet en avant, on lui a fait comprendre que cet objet est d'importance. Même s'il n'a pas la réponse tout de suite, il sait, il le garde en tête cet objet. Et lorsqu'il obtiendra la réponse plus tard, il aura cette satisfaction de l'objet utilisé. On va distinguer au final toute la décoration que vous placez des objets que vous mettez plus en avant, qui ne sont pas sur le même plan. Et c'est cette différence de plan qui va nous rapprocher du fusil de Chekhov. Ne mettons pas au premier plan trop d'éléments qui vont perdre le joueur et qui vont faire que pour lui aucun des éléments n'aura d'importance puisqu'il y en aura trop. Tandis que si seulement quelques-uns sont mis en avant, forcément ils gagnent de l'importance, ils deviennent majeurs et lorsqu'ils seront réutilisés, nickel, on se rappelle des objets, on se rappelle les avoir vus, on a la satisfaction de se dire c'était ce qu'on avait vu il y a longtemps et d'avoir ce sentiment de complétude. Oui, la complétude, tout à fait. Un autre élément dont je vous parlais, donc ensuite, je vais être assez bref sur chaque, j'essaie d'expliquer un peu comme je peux, mais encore une fois, je ne peux que vous donner la théorie de ces méthodes, de ces techniques, et ça va être à vous ensuite d'adapter, d'ajouter la subtilité et la finesse à leur usage. Rappelez-vous tout de même que ça peut avoir un intérêt technique de connaître, de savoir les nommer, même si souvent vous vous en servez naturellement sans avoir besoin de connaître le nom. Ça, je pense que on est nombreux à se dire si je fais ça, ça marche mieux, etc., sans avoir besoin de connaître le terme technique utilisé. Mais de le connaître, ça aide à l'identifier, et l'identifier pour moi ça vous aide à le maîtriser. En sachant que vous faites telle méthode, vous pouvez mieux en gérer les tenants et les aboutissants. C'est aussi dans cette optique-là que je vous invite à réfléchir à ces méthodes, uniquement si vous êtes suffisamment expérimenté. Encore une fois, si vous vous lancez et que c'est vos premières parties, allez pas vous embêter à réfléchir aux tenants et aboutissants du fusil de Chekhov ou du hareng rouge. Faites votre petite histoire, faites en sorte qu'elle marche bien, et puis on verra après pour s'amuser avec les trucs techniques. C'est pas spécialement utile au début. Et même après, vous en aurez peut-être jamais besoin d'ailleurs. Et pour ceux que ça amuse, pour ceux qui s'y intéressent, ça peut être pas mal de les connaître. Donc je pars sur la suite, je pars sur mon deuxième, donc sur ce fameux hareng rouge. Alors ce hareng rouge, le nom peut paraître un peu original. Il l'est d'ailleurs, je suppose que c'est également un vrai poisson, mais c'est quelque chose de vachement intéressant le hareng rouge, et également de très compliqué en jeu de rôle. Le principal exemple que je pourrais donner du hareng rouge, je vais vous dire rapidement, c'est le hareng rouge, l'idée c'est vous allez placer à la fin de votre histoire, enfin en tout cas à un moment de votre histoire, un retournement, souvent final, important, qui va changer la lecture de toute l'histoire. C'est-à-dire, le meilleur exemple que je puisse vous donner, moi, si vous êtes d'une certaine génération, c'est la planète des singes.
les vieux films, La planète des singes, faudrait que je regarde les nouveaux d'ailleurs. Je digresse. Pardon. La planète des singes, donc, où on découvre à la fin que en fait toute l'histoire elle se passe. Voilà. On sait jamais que vous l'ayez pas vu, je voudrais pas tout vous casser. Mais voilà, vous avez un changement un changement final où vous dites mais ça change ma lecture de toute l'histoire précédente. Shutter Island aussi, dans le genre que j'aime bien, qui a cet aspect-là où la lecture finale fait revoir toute la lecture précédente d'un œil nouveau. C'est quelque chose de vachement intéressant parce que c'est un excellent moyen d'avoir l'effet waouh. Ce truc où votre joueur vous dit putain mais c'est génial. Là, voilà, il plonge dans une histoire en disant mais vous avez pensé votre histoire comme un malade. Et ça c'est super chouette. La difficulté c'est que foirer un rang rouge c'est très très facile. Il suffit qu'à la fin votre joueur il ait la sensation que vous vous contentez de lui mentir et pas du tout de lui faire une surprise super bien travaillée. Et ça peut arriver très facilement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre la logique du hareng rouge. C'est pas tout ce que tu croyais était faux, c'est tu ne lisais pas tout ce que tu as vécu avec le bon prisme. C'est vraiment cette optique du tout ce que tu as vécu est vrai, ça ne change pas. Ce n'est pas mais tout est un rêve. Non, c'est tout ce que tu as vécu, tu l'as vécu en pensant que l'histoire c'était quelque chose. Généralement le MJ t'a amené à penser ça, il t'a guidé vers un chemin, donc tu as pensé c'est bon j'ai compris le chemin. Quitte d'ailleurs à ce que votre chemin est lui-même un retournement de situation, hein, que le joueur se dise ah oui je sais qu'il va se passer ça, je suis trop fort. Et que lorsque vous lui dévoilez le réel retournement final, il comprenne que toute son histoire, il ne l'avait juste pas lu avec le bon filtre. Que en pensant faire ça, il faisait ça, mais ça ne l'empêche pas d'avoir fait du chemin. Ça ne veut pas dire que le chemin était faux, qu'il n'a jamais existé. Ça veut juste dire que l'univers dans lequel il évoluait n'était pas celui qu'il pensait. Il a quand même évolué dedans, il a quand même avancé dedans, il a quand même appris des choses dedans. Mais avec cette information finale, il peut revisualiser tout le reste sous un nouveau jour. Autant vous dire que c'est très difficile. Réussir un vrai bon hareng rouge, ça a ce côté difficile que contrairement à un film, où le scénariste choisit ce que les personnages vont penser, ce qu'ils vont faire. Nous, on n'a pas le contrôle. Nous, MJ, le joueur peut faire n'importe quoi, il peut réfléchir à ce qu'il veut. Il peut réfléchir bien au-delà de ce que vous voudriez qu'il fasse. Et donc, il peut trouver des solutions, il peut vous plonger dans des situations qui vont vous obliger à choisir entre rediriger efficacement sans que ça se voie, mentir, et alors là, le problème, c'est que si vous l'avez fait, vous cassez votre chance de réussir un beau hareng rouge, puisque vous lui avez menti au final pour préserver votre secret final. Ou abandonner. Et dans ce cas, il brise ce qui était votre retournement final, il l'a découvert avant. Voilà, il y a vraiment cet aspect compliqué, je ne vous le conseille pas si vous vous lancez ou si vous n'êtes pas sûr de vous. C'est difficile, mais c'est extrêmement gratifiant lorsque vous réussissez. Si vous en êtes vraiment, voilà, je le redis, c'est cet effet waouh. Si vous êtes jusqu'au bout de votre histoire et que vous avez réussi à caser votre hareng rouge, votre surprise finale, et le joueur, là, lui, waouh. Là, vous savez, le mec se dit, mais en fait, tout prend un nouveau jour, tout prend un nouveau sens, c'est génial. Et je vous souhaite de réussir à faire ça, franchement, parce que c'est quelque chose de super agréable à faire en tant qu'MJ, voilà, c'est satisfaisant. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des usages d'une autre des méthodes dont je parle, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, expliquer ce que vous avez fait, etc. Je pense que ça intéressera les autres aussi. Que dire d'autre, voyons. Mais écoutez, pour celui-là, je pense que c'est tout. Ah mais si, il y a un autre film, j'y repense, mais Sixième Sens, qui est exactement ce concept-là. La révélation finale vous fait relire tout le reste en comprenant mieux ce qui se passe, en réfléchissant plus à la situation. Je vais passer maintenant donc au troisième élément, le foreshadowing. Alors qu'il y a peut-être un nom francisé, mais je ne le connais pas. On m'a toujours parlé de foreshadowing, donc ça se trouve, je vous sors un anglicisme pour rien. Mille excuses, si vous connaissez une version française, je prends. Mais à part la traduction pure et dure, parce que c'est quoi, c'est prédiction, présage, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est cette idée de voir le futur. Alors ça, c'est peut-être la moins risquée des 4 méthodes dont je vous parle, parce que c'est une méthode facilitatoire. Elle est là pour préparer votre histoire. Le principal intérêt du foreshadowing, ça va être de permettre à vos joueurs d'accepter des informations
énorme, fantastique, exceptionnel, en leur mettant petit bout par petit bout la construction qui leur permet de l'accepter. Alors vous pourriez me dire, oui, on appelle ça faire un scénario, quoi. Et effectivement, de certaine façon, c'est un peu ça. L'intérêt, ça va être que vous allez prévenir vos joueurs. Alors c'est particulièrement intéressant si vous faites des scénars un peu épiques, contes, sagas, où vraiment on a cette logique de le monde dans lequel on évolue ne cherche pas à être logique, ne cherche pas à être cohérent. Il cherche à avoir des symboles, du symbolisme, des enseignements, etc. Et donc, si on vous met quelque chose de trop énorme, bah vous allez vous heurter, quoi. Ça va être, ouais, d'accord, bon, c'est le postulat de départ. En jeu de rôle, c'est possible. C'est possible. On a cette force-là, au moins, c'est que, bon, bah, de toute façon, on sait qu'on est là pour faire une histoire type. Bon, bah oui, parfois, ça va être un peu farfelu, c'est comme ça. Je veux dire, si on fait une histoire de My Little Pony, on va pas commencer à se dire, attends, il y a des poneys magiques qui parlent, mais c'est bizarre, quand même. Non, j'ai pas besoin. C'est comme ça que l'histoire évolue, c'est comme ça qu'elle se déroule. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe n'est pas exceptionnel. Même si j'accepte que nous sommes des poneys magiques à paillettes, eh ben, ça ne veut pas dire que je vais accepter que le monde explose soudainement. Voilà. Je vais dire, oui, bon, bah, d'accord, mais pourquoi ? Le foreshadowing, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il va nous faire accepter que le monde explose tout seul. Foreshadowing, la méthode dans laquelle on va évoluer, c'est je vais te présenter petit à petit des éléments qui vont construire le mythe que je te présente. Je vais te parler, alors l'exemple type, c'est tout ce qui est personnage un peu prophétique, qu'on peut voir dans le cycle arthurien ou ce genre de choses, qui vont donner au héros une information future, mais qui ne va pas être suffisamment précise pour connaître le résultat. L'exemple le plus classique, c'est sans doute la malédiction. C'est un personnage croise un autre. J'ai envie de vous dire, le cliché, ça serait le vieux, ou alors la vieille avec son fagot de bois, qui va donner une information au personnage concernant, eh bien, tu affronteras une malédiction lorsque viendra tel truc. Bon. C'est un message. D'où il vient, pourquoi, comment. Mais il me prépare, il va me donner une première information. Une malédiction, lorsque quelque chose. Je ne sais pas quoi, et je ne sais pas ce que c'est ce quelque chose, là, genre le jour des 3 chiens, ou le jour des 6 corbeaux, je ne sais pas. Mais je vais commencer à prendre cette idée. Puis petit à petit, je vais avoir d'autres informations. Oui, tu es l'élu de tel truc, tu es chevalier de machin. Ça marchera vachement bien pour vos scénars qui ne cherchent pas à avoir une cohérence très pratique, pragmatique. Ça va vous donner une progression surtout qui va vous aider à ce que votre joueur s'attache à son histoire. Parce que nous, en jeu de rôle, effectivement, on peut commencer directement avec tu es un chevalier légendaire qui va combattre le démon. Après tout, pourquoi pas. Mais est-ce que c'était pas plus sympa si avant de devenir ce chevalier légendaire, on a évolué, on a construit ce personnage depuis le jeune écuyer jusqu'à ce chevalier légendaire. Et est-ce que c'est pas très sympa de le faire évoluer en lui construisant du coup des souvenirs, des rencontres, une évolution aussi d'entraînement, de compagnons, d'équipement. Vous justifiez le magique, vous justifiez le mythologique, vous justifiez le surnaturel. Votre personnage va admettre des éléments, va admettre des morceaux qu'il n'aurait pas admis naturellement. Et il va, en ce faisant, il va se les approprier beaucoup plus efficacement. Cette épée magique, bon, s'il l'a déjà, c'est bien, son épée magique, elle fait très mal. Mais si cette épée magique, il allait chercher des bras même de la sorcière endormie du lac je ne sais pas quoi, et qu'il a récupéré auprès d'elle après avoir vaincu 3 monstres et répondu à 5 questions, bah, cette épée, c'est plus une épée magique. C'est l'épée qui s'est emmerdé à aller chercher. Et il a fallu qu'il réponde à des questions, il a fallu qu'il se tape des machins, il a failli crever 3 fois. Autant vous dire, du coup, cette épée, il est content de l'avoir eu, il se rappelle comment il a eu, et il sait ce qu'il a fait là. Et ben, de la même façon pour tout. Vous créez, en fait, on est plus sur cet aspect voyage initiatique, où votre personnage se construit, devient de plus en plus fort jusqu'à être capable d'affronter la menace réelle. Ben là, l'idée, c'est que il s'entraîne, il s'équipe, mais c'est pas pour rien. Parce que petit à petit, des personnages vont lui expliquer que, ou des événements, ou même des objets, vous faites ce que vous voulez, qu'il y a une menace, qu'elle va venir, et
souvent, il est le seul à pouvoir la vaincre. Ce faisant, vous créez vraiment cet aspect saga, cet aspect conte, et vous créez surtout l'attachement du personnage à ce qu'il a fait, à ses actes, à ses actions, à son équipement, à ses amis. Vous créez vraiment votre propre légende autour du personnage. Et l'avantage, c'est qu'il y a peu de chances de se foirer là-dessus. Le pire que vous puissiez faire, peut-être, c'est de lui filer trop d'informations trop vite, et que du coup, le chemin soit très court. Enfin, j'ai envie de vous dire, tant que ça marche, c'est le principal, hein, tant que votre joueur est content. Toujours garder à l'esprit que la construction de votre personnage, lorsque vous utilisez cette méthode, elle est importante. Elle va vraiment lui faire des souvenirs. C'est vraiment une méthode pour donner un passé. Pour moi, c'est vraiment dans cette optique-là que je la vois. C'est dans cette optique-là qu'elle m'intéresse, en tout cas. C'est bien, je pense que c'est bien d'avoir des bribes du futur qui vont faire réfléchir votre personnage, qui vont lui faire se poser des questions, et qui vont lui faire savoir que la grande bataille, la menace, le machin arrive. Mais encore une fois, là, est-ce que c'est applicable à votre scénario d'enquêteur années 30 qui pourchasse un mafieux? Je suis pas sûr. Pour le coup, là, on est vraiment pas dans une méthode qui est très généraliste. Hein. Mais c'est quelque chose de beau. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de beau. Je sais que moi, pour Pendragon, si je dois faire une campagne Pendragon, mais j'adore mettre cet aspect-là, avec vraiment cette évolution du personnage qui petit à petit quitte la basse besogne dans laquelle il évolue et devient vraiment un meneur, un héros. Vous pouvez vraiment faire une campagne très très belle à faire avec ce genre de choses. Et enfin, le dernier, non pas le moindre, celui-là, il y a des chances que vous connaissiez au moins le nom, parce que c'est quand même assez courant, on va dire, c'est le MacGuffin. Alors là, c'est le moment où certains d'entre vous se disent, j'ai aucune idée ce que c'est, qu'est-ce qu'il raconte. Le MacGuffin, donc je vais vous dire vite fait ce que c'est l'idée que le prétexte, l'excuse que vous allez utiliser pour démarrer une histoire n'a pas forcément d'importance en lui-même. Je m'explique. Vous pouvez très bien, je ne sais pas moi, lancer votre histoire par le fait que vous êtes antiquaire, vous avez acheté une statuette à la brocante locale, voilà, vous vous êtes dit, ça je pourrais la revendre avec un beau bénéfice, vous l'avez amené à votre boutique, et quelques jours plus tard, il y a 3 énergumènes qui trônent autour là, et qui la regardent, et puis lorsque vous leur demandez ce qu'ils veulent, ils la brisent, ils commencent à vous hurler qu'il manque quelque chose dedans, et ils veulent vous tuer, quoi. Bon. Ça part en sucette très vite, d'accord? Mon objet, c'est mon excuse. Voilà, il a lancé quelque chose. Parce que ces mecs, en plus, quand je vais réussir à me barrer ou alors les repousser, ils vont être toujours persuadés que je l'ai, ou alors ils vont être furieux que ça soit pas la bonne, ils vont m'en vouloir à moi. Et cet objet, donc, qui s'acharne à vouloir me récupérer, là, et au final, il n'a pas forcément d'importance. C'est-à-dire qu'il m'a donné une excuse pour que mes personnages ils soient impliqués dans l'histoire. Bon, là, ils sont impliqués maintenant. Ils se retrouvent avec des huluberlus là, qui leur en veulent. Ils vont du coup finir par essayer de lutter, ils vont finir par découvrir, je sais pas moi, le culte secret qui loge à Londres et qui rôde un peu partout. Ils vont finir par aller le chercher parce qu'ils veulent, les mecs ils tiennent à leur peau, ils voudraient éviter de se faire buter. Ils ont compris qu'au bout d'un moment c'était dangereux, donc il fallait mieux s'en débarrasser une fois pour toutes, ou comprendre ce qu'ils leur voulaient pour essayer de leur rendre pour avoir la paix. Mais en tous les cas, vous les lancez dedans, grâce à une excuse. Et puisque cette excuse, elle a fait son office, elle n'est pas vitale. Vous pouvez très bien vous en débarrasser, on peut l'oublier, parce que quelque chose de plus important arrive. Ça peut sembler être en contradiction avec le fusil de Tchekhov, mais ça l'est pas forcément. Parce que votre objet, celui de départ, en définitive, il a eu sa fonction. Considérez-le peut-être juste comme un fusil de Tchekhov très rapide. Il apparaît, il disparaît aussi vite, dans mon exemple. Il peut être aussi présent en permanence. Ça va être l'exemple type du colis. C'est un colis fermé, on ne peut pas l'ouvrir, mais tout le monde court après. Bon. Mais puisque tout le monde court après, ça va permettre de lancer vos personnages dans une aventure, dans une quête, de rencontrer certaines personnes. Et peut-être que cet objet, ce qu'il y a dedans, ils ne le sauront jamais. Et peut-être que vous pourrez décider que ça sert à quelque chose aussi, hein. Mais vous n'avez pas forcément à considérer que la révélation du contenu est la réponse à l'utilité de l'objet.
Ça peut aussi tout simplement être la vocation de l'objet de lancer quelque chose, et qu'ensuite, tout simplement, cet intérêt ayant disparu, on peut se débarrasser de l'objet. Après tout, rien n'empêche que un MacGuffin, tiens, un peu classique, c'est votre mission au départ, c'est un colis, on vous demande de l'amener à un mec. Vous le faites, le mec, il empoche le colis, etc. Et c'est lui qui va vous dire, mais dites-moi, vous savez réussir à transporter ce colis sans souci et tout. Non, pas de problème. Très bien, vous m'intéressez. Et vous acceptez d'autres livraisons comme ça? Ah oui. Bah, on saura jamais ce qu'il y a eu dans ce colis. On s'en fout. On s'en fout au final. L'intérêt de ce colis, c'était de vous amener à ce mec et de vous lancer dans une histoire, une intrigue. Il y a plein de façons d'utiliser les objets. Certains objets gagnent à rester mystérieux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu leur utilité, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas respecté le fusil de Chekhov, ça veut juste dire que leur utilité ne passait pas par la révélation de ce qu'ils sont. Parce qu'on n'était pas obligé de l'avoir. Principal intérêt, ça donne un petit goût de mystère, parce qu'on n'a pas la réponse. Et après tout, dans le vrai monde, il y a plein de choses dont on n'a pas la réponse. Il y a ce petit côté mystérieux, c'est mais qu'est-ce qui trimballe ce mec à chaque fois et tout. Quitte un jour à vous décider à leur fournir une solution. Le défaut, c'est qu'il y a la frustration. Forcément, il y a la frustration du oui, en fait, ça pourrait être n'importe quoi. Toujours le même souci, une question de dosage. À vous de voir aussi jusqu'où vous pouvez vous permettre de mettre ces objets ou ces éléments sans réponse qui n'avaient pour fonction que de lancer une intrigue, et jusqu'à quel point vos joueurs veulent une réponse à tout ce qu'ils trouvent. Je pense quand même que ça a son intérêt parce que vous permettez comme ça de garder aussi pour vos joueurs cette logique du vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout parce que ça vous permet de garder en réserve d'autres arcs, d'autres récits, d'autres affaires, et toujours cette petite touche de mystère que les joueurs peuvent apprécier, forcément. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. Donc comme vous avez pu le voir, ce que je vous ai dit, est-ce que ça vous a appris énormément de choses? Je ne suis pas certain. Probablement vous utilisiez de vous-même la plupart de ces méthodes. Le hareng rouge peut-être moins parce que ça reste quand même un peu rude. Mais voilà, vous n'aviez pas besoin de connaître le nom pour vous en servir, pour que ce soit efficace. Cependant, encore une fois, je pense que le connaître, c'est bien, l'identifier, c'est encore mieux, et en l'identifiant, pouvoir mieux contrôler ce que vous allez en faire, et ça c'est génial. Donc voilà, certains sont vraiment tordus. Est-ce que vous arriverez à faire un hareng rouge une fois, ou est-ce que même ça vous intéresse d'en faire un? À vous de voir. Mais puisque vous savez que ça existe, il y a aussi ce petit côté sympa. Comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, parfois de se forcer à sortir de sa bulle dans laquelle on pense ses scénarios. Donc ça peut être effectivement en demandant des mots à ses joueurs pour se forcer à sortir, mais ça peut être aussi en se forçant à utiliser des techniques. Et ces techniques, ça peut être des bons exemples. Parce que si vous vous dites, je vais caser un MacGuffin, c'est marrant parce que du coup, il faut construire autour de ça. Si vous vous dites, je vais faire un hareng rouge, il faut construire autour de ça. Un fusil de Chekhov, il faut construire autour de ça. Vous avez toujours ce petit côté, ce petit côté défi, ce petit côté objectif, que peuvent vous donner des méthodes, et pour lesquelles il vaut mieux avoir un nom à donner pour pouvoir savoir tout le point on construit. Si vous êtes débutant, effectivement, ne vous embêtez pas avec. Si vous êtes plus expérimenté, pourquoi pas se faire des petits défis comme ça peut être très sympa. Et puis dans tous les cas, comme d'habitude, faites ce qui vous plaît, prenez ce qui vous intéresse, jetez ce qui ne vous intéresse pas. Et sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à m'envoyer encore des messages sur d'autres thèmes que je pourrais faire. Je les garde jamais de côté, vraiment. C'est juste que je m'en resserre que quand je prévois de faire une autre vidéo d'astuces. Et puis, comme je vous l'avais dit au tout début, comme je ne pense pas forcément que ça peut être des trucs utiles, moi de moi-même, je ne vais pas forcément le faire parce que je me dis, mais s'ils s'en foutent, tout ça les intéresse pas, ou ça sert à rien. Comme vous m'en parlez, vous me dites, si ça nous intéresserait, là je me dis, je vais essayer. Je ne sais pas si j'aurais répondu aux questions qui se posaient par rapport à ces thèmes. J'ai essayé de le faire. J'essaierai de le faire pour les autres. Dans tous les cas, je vous dis, amusez-vous bien, et à la prochaine fois sur Gamer Tentacule.